Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Tutoriel SIG et Télédétection sous QGIS avec manuel et données libres. Cette vidéo relève de la partie consacrée au SIG de cette chaîne et présente la résolution de la première contextualisation ou exercice sous QGIS présenté en détail dans le manuel qui apparaît actuellement à l'écran, manuel intitulé Initiation à QGIS, travaux pratiques sur les systèmes d'information géographique, SIG. Ce manuel et les données nécessaires pour réaliser cet exercice sont disponibles gratuitement à l'adresse reprise dans la description de cette vidéo, sous cette vidéo. Ce premier exercice est intitulé « Contextualisation 1 au secours d'un étudiant géographe, découverte, navigation et gestion de l'interface d'un projet QGIS ». Attention, pour rappel, pour réaliser cet exercice sans difficulté, il est très fortement conseillé d'avoir préalablement suivi la vidéo d'introduction générale de cette formation, et en particulier la section de cette vidéo relative à l'accès aux données, qui correspond à la section 1.3 du manuel, section qui vous indiquera comment télécharger, décompresser et organiser correctement ces données sur votre ordinateur personnel. Il est important de suivre ces recommandations pour éviter tout bug lors de la réalisation de l'exercice. Cette vidéo d'introduction générale est disponible sur cette chaîne et via le lien renseigné dans la description de cette vidéo-ci, sous cette vidéo-ci. Notez également que le chapitrage disponible dans la description de cette vidéo ci-dessous vous permettra d'accéder rapidement aux différentes sections de cette vidéo. Je vais vous présenter dans un premier temps les objectifs de l'exercice et le temps nécessaire pour le réaliser. J'aborderai ensuite la contextualisation en tant que telle, avant de vous indiquer quelles données et quels projets QGIS utiliser dans le dossier de la formation. Cette première contextualisation est présentée à la section 7.1, page 32 du manuel de formation, page que voici à l'écran. Les objectifs pédagogiques de cette contextualisation sont donc de vous apprendre à ouvrir un projet QGIS préexistant, de vous faire comprendre et de vous apprendre à gérer l'interface d'un projet QGIS, de vous apprendre à naviguer, explorer et visualiser des données géographiques dans QGIS, et de vous faire comprendre l'organisation des données géographiques de manière générale. Alors le temps nécessaire pour réaliser cet exercice en mode découverte et en autonomie devrait être approximativement d'1h30 à 2h. Et je vais maintenant lire avec vous cette première contextualisation. Donc cette première contextualisation qui s'intitule « Au secours d'un étudiant géographe, découverte, navigation et gestion de l'interface d'un projet QGIS ». Un de vos camarades de classe a manqué la première leçon d'initiation à QGIS et fait appel à vous car il rencontre quelques problèmes. Il a créé son premier projet QGIS, mais une couche d'informations pourtant présente dans le projet semble indisponible, une autre ne s'affiche pas de manière idéale, certaines fonctionnalités ne semblent pas directement accessibles dans QGIS, etc., etc. Vous allez donc devoir aider cet étudiant à gérer correctement l'interface de son projet QGIS en suivant les indications qui sont reprises dans les sections suivantes du manuel. Pour réaliser ce premier exercice, vous devrez utiliser le projet QGIS que j'ai préparé pour vous, qui s'intitule Découverte projet QGIS.qgz. Donc vous pouvez déjà noter que l'extension d'un projet QGIS, c'est QGZ. Projet qui se situe dans le dossier de formation et en particulier dans le répertoire qui apparaît actuellement à l'écran, donc dans le dossier Initiation SIG QGIS ACE, données 1 découverte projet QGIS. Les données à utiliser sont également disponibles dans le même dossier. Alors pour rappel, et comme déjà dit précédemment, l'accès à ces données est documenté à la section 1.3 du manuel et dans la vidéo d'introduction générale de la partie SIG de cette chaîne. Nous pouvons donc passer à la page 33 du manuel qui nous indique les différentes méthodes pour ouvrir un projet QGIS préexistant. Alors, vous pouvez remarquer au passage que dans le manuel seront repris en italique sur fond vert des instructions spécifiques à la contextualisation concernée, avec par exemple les noms de fichiers et de répertoires à utiliser, et sur fond blanc, donc par exemple à ce niveau-ci, seront reprises des indications qui sont valables généralement dans tous les cas de figure, indépendamment de la contextualisation concernée.
Alors la méthode la plus simple pour ouvrir un projet QGIS préexistant est simplement de double-cliquer sur le nom de ce projet dans votre répertoire de travail. Je vais donc me diriger vers mon répertoire de travail qui correspond donc au dossier Initiation SIG QGIS ACE, qui contient donc l'ensemble des données qui seront nécessaires pour réaliser l'ensemble des contextualisations. Ces données se situent évidemment dans le dossier Données. Ces dossiers sont numérotés de 1 à 10 comme je l'ai déjà dit précédemment et correspondent aux 10 contextualisations de ce manuel. Nous sommes dans la première contextualisation, nous allons donc nous diriger vers le premier dossier qui s'intitule 1 Découverte projet QGIS, dans lequel je vais retrouver notamment le projet QGIS qui m'intéresse, découverte projet QGIS.qgz, sur lequel je vais simplement double-cliquer pour l'ouvrir. Bien évidemment, QGIS doit avoir été installé sur votre ordinateur au préalable. Voilà, après quelques secondes, voire quelques minutes, tout dépend des performances de votre ordinateur, ce projet QGIS va s'ouvrir et une fenêtre intitulée « Traiter les couches inutilisables » devrait s'ouvrir de cette manière-ci. Alors cette fenêtre « Traiter les couches inutilisables » apparaîtra lorsque le projet QGIS que vous ouvrez contenait, la dernière fois qu'il a été enregistré, une ou plusieurs couches d'informations qui ne sont plus accessibles par le projet QGIS actuellement. Donc cela est dû au fait que le ou les répertoires que le projet QGIS avait enregistrés pour cette ou ces couches ne sont plus valables actuellement. Et cela arrive lorsque, entre le dernier enregistrement et l'ouverture actuelle, là où les couches ont été supprimées, renommées ou ont changé de répertoire, ou encore lorsque le fichier de projet QGIS a lui-même été placé dans un autre répertoire. Ce problème est documenté aux pages 33 et 34 du manuel de formation, pages dans lesquelles on vous indique également comment résoudre ce problème, ce que nous allons faire directement dans QGIS. Alors pour le moment, le projet QGIS m'informe qu'il n'y a qu'une seule couche qui s'appelle Zone explorée au gré des exercices de ce manuel, qui n'est pas directement accessible. Pour résoudre ce problème, nous allons pouvoir donc sélectionner la couche d'intérêt et indiquer au logiciel dans quel répertoire se trouve cette couche d'information. Alors pour votre information, cette couche d'information se trouve bien dans le répertoire de données, dans le répertoire Shapefile, c'est-à-dire le répertoire qui va contenir les données vectorielles, et ensuite dans le dossier Zone, dans lequel nous allons retrouver, comme vous le voyez, le fichier Zone explorée au gré des exercices de ce manuel. Cette couche d'information se trouve donc dans ce répertoire et nous allons simplement devoir l'indiquer au projet QGIS afin qu'il puisse réparer finalement ce répertoire et lire correctement ce fichier, ce que nous allons faire directement. Je sélectionne donc la couche d'intérêt à ce niveau-ci et je vais simplement cliquer sur le bouton Parcourir, qui va me permettre de naviguer vers mon répertoire de travail, qui dans mon cas se situe à la racine de mon disque D, dans le dossier Initiation SIG QGIS ACE, Données, dossier numéro 1 de la première contextualisation, Découverte projet QGIS, et je vais ensuite donc retrouver le fichier en question qui se situe dans Shapefile, Zone, et je vais ensuite devoir choisir le bon fichier correspondant. Pour plus de facilité, je vais afficher ces fichiers sous forme de détails. Et vous allez devoir identifier le fichier dont l'extension est SHP et le type dans la colonne type SHP. SHP, c'est l'extension qui correspond au fichier Shapefile ou fichier de forme. Nous parlerons des autres fichiers complémentaires tout à l'heure, mais donc lors de cette étape de réparation d'un répertoire, vous devez donc bien cibler le fichier avec l'extension .shp qui est le fichier principal associé à cette donnée. Vous ouvrez donc ensuite ce fichier et vous pouvez demander à appliquer les modifications. Et votre projet QGIS devrait s'ouvrir correctement. Voici à quoi devrait ressembler le projet QGIS que j'ai préparé pour vous après ouverture.
Et avant de vous présenter comment est organisée l'interface d'un projet QGIS, je peux rapidement vous indiquer d'autres manières d'ouvrir un projet QGIS préexistant, donc notamment via ce petit bouton « Ouvrir un projet » que vous trouverez également disponible à ce niveau-ci, qui vous permettra donc de naviguer vers le répertoire dans lequel se situe votre projet QGIS que vous voulez ouvrir. Et si vous avez travaillé avec d'autres projets QGIS précédemment que vous voulez réouvrir, vous pouvez également donc utiliser l'option Ouvrir un projet récent qui vous donnera la possibilité d'ouvrir ces anciens projets. Alors bien évidemment, si c'est votre première utilisation de QGIS, vous n'aurez pas de projet récent dans ce listing. Alternativement, si vous voulez créer un nouveau projet QGIS, eh bien vous pouvez utiliser simplement ce bouton « Nouveau projet » ou naviguer dans le menu principal « Projet nouveau ». Je vais donc maintenant vous présenter comment est organisée l'interface d'un projet QGIS et vous présenter donc quels sont ses grands constituants. Et pour ce faire, je vais me baser sur la figure 10 présentée à la page 35 du manuel qui détaille ses différents composants. Cette interface est tout d'abord constituée d'une fenêtre de visualisation spatiale des données. Nous avons ensuite dans le panneau latéral de gauche un panneau qui s'intitule « Couches » ou « Layers » en anglais, qui va simplement reprendre la liste des couches d'informations ou la liste des fichiers qui sont actuellement présents dans le projet QGIS. Nous reviendrons sur ces différentes couches d'informations ou sur ces différents fichiers un petit peu plus tard. Nous pouvons également avoir dans le panneau latéral de gauche par défaut le panneau explorateur qui apparaît. Il n'apparaît pas nécessairement dans tous les cas, donc s'il n'est pas présent par défaut dans votre interface, pas de panique. Nous avons ensuite une barre de menu, ici tout en haut, qui comprend toute une série de fonctionnalités sous forme de menus déroulants que nous pourrons explorer au fur et à mesure des exercices. Nous avons également à ce niveau-ci toute une série de barres d'outils permettant diverses opérations par l'intermédiaire de boutons, dont notamment l'ajout de nouvelles couches d'informations. Nous verrons comment utiliser certains de ces boutons un petit peu plus tard. Et nous avons enfin la barre inférieure qui reprend quelques outils et fonctionnalités, dont les coordonnées du pointeur, qui correspondent aux coordonnées géographiques de la souris, l'échelle à laquelle sont affichées actuellement les différentes couches d'informations dans la fenêtre de visualisation spatiale, et également le système de coordonnées du projet QGIS, qui est utilisé pour représenter ces couches d'informations spatiales dans l'interface. Nous allons maintenant voir comment naviguer dans vos données géographiques via le panneau explorateur de QGIS, en anglais le QGIS Browser, tel que documenté à la section 7.1.3, page 36 du manuel de formation. Ce panneau explorateur, qui permet de naviguer dans les répertoires de votre ordinateur et sur des serveurs internet de données géographiques, est en principe visible par défaut dans votre interface, dans la partie latérale de gauche. Cependant, si ce panneau est absent, comme c'est le cas actuellement dans mon projet QGIS, eh bien vous pourrez le faire apparaître via simplement le menu de gestion des vues, Vues, Panneaux, et vous allez retrouver ici le panneau explorateur que vous pourrez activer. Ceci devrait faire apparaître le panneau explorateur dans votre interface. Vous pouvez ensuite déplacer ce panneau à l'endroit qui vous convient le mieux, comme par exemple en superposition au panneau couche. Donc dans le cas présent, j'ai deux panneaux, le panneau couche et le panneau explorateur, qui sont superposés les uns sur les autres, et je peux passer de l'un à l'autre assez facilement. Alors ce panneau explorateur va notamment me permettre d'accéder facilement au dossier du projet QGIS actuel, qui correspond donc au dossier contenant le projet QGIS qui est actuellement ouvert. Il me permettra donc de facilement visualiser les différents dossiers de données qui sont présents dans ce dossier de projet.
Je pourrais également facilement créer un raccourci vers un répertoire d'intérêt particulier. Donc par exemple, si je me dirige vers mon répertoire de travail, le dossier de formation, je peux simplement, via un clic droit, ajouter ce répertoire au marque-page via ce menu-ci, ajouter au marque-page, et ce dossier de formation viendra donc s'ajouter dans les différents marque-pages. J'ai donc de cette manière créé un raccourci vers ce dossier, ce qui me permettra d'y accéder plus facilement et plus rapidement par la suite. Alors cet explorateur va surtout me permettre de naviguer dans les différents dossiers et dans les différents répertoires qui m'intéressent et d'explorer de cette manière assez facilement les différentes données géographiques qui sont à disposition dans ces différents dossiers. Notez qu'il est également possible, via un clic droit sur un dossier, de créer de nouveaux fichiers de données géographiques. Donc par exemple, de créer un nouveau fichier shapefile ou un nouveau fichier geopackage, mais nous n'utiliserons pas ces fonctionnalités pour le moment. Mais donc le plus grand intérêt de cet explorateur est qu'il va nous permettre de facilement obtenir un aperçu des différentes données géographiques qui sont disponibles dans notre répertoire de travail. Alors par exemple, si je me dirige dans le dossier raster, qui contient donc des informations de type image, et que je descends dans le dossier map library, je vois qu'un fichier de type raster ou image est présent. Et si je veux obtenir un aperçu des informations qui sont contenues dans ce fichier, eh bien je peux y avoir accès via un simple clic droit et demander d'accéder aux propriétés de la couche. Vous aurez d'une part accès aux métadonnées, donc ce sont les données qui vont décrire la donnée principale, notamment par exemple ici la taille numérique de l'image, et vous avez également accès à un aperçu visuel de la représentation cartographique de cette image. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une image satellite sur la République démocratique du Congo. Nous pouvons faire le même exercice pour une donnée de type vecteur. Je vais donc me rendre dans le dossier Shapefile, dans le dossier Pays d'Afrique, et je vais sélectionner le fichier paysdafrique.shp, sur lequel je vais faire un clic droit. Je vais demander d'accéder aux propriétés de la couche. Et à nouveau, j'ai accès aux métadonnées, à un aperçu de la couche d'information. Donc dans ce cas-ci, c'est un fichier vectoriel de polygones qui reprend l'ensemble des pays d'Afrique. Et j'ai également accès aux attributs qui sont associés à chacun de ces pays, à chacune de ces entités spatiales. Ces attributs sont organisés dans une table qu'on appelle la table attributaire, qui est donc constituée de toute une série de colonnes qui correspondent aux différentes variables qui vont caractériser les différents pays, et chacune des lignes de cette table va correspondre à un pays d'Afrique. Nous pouvons remarquer au passage que les données de type raster seront reconnues par une icône qui ressemble à ceci, alors que les données de type vectoriel seront reconnues par ce type d'icône. Nous pouvons en outre remarquer que l'explorateur va présenter chaque couche d'information géographique comme un fichier unique. Donc dans ce cas-ci, par exemple, pour la couche d'information Pays d'Afrique, eh bien, j'ai un seul fichier qui apparaît dans l'interface. Si j'essaye de retrouver ce même fichier dans l'explorateur Windows, je me dirige donc vers le dossier Pays d'Afrique dans l'explorateur Windows et nous voyons que pour cette couche d'information, je n'ai pas un seul fichier, mais en fait 6 fichiers qui portent tous le même nom mais qui présentent des extensions différentes. L'ensemble de ces fichiers sont complémentaires les uns des autres et nécessaires pour pouvoir finalement gérer cette couche d'information correctement. Le fichier principal étant paysdafrique.shp, qui est donc le fichier shapefile en tant que tel. Nous reparlerons des fichiers complémentaires un petit peu plus tard dans la vidéo. Et alors pour rappel, si sur votre ordinateur ces extensions ne s'affichent pas systématiquement, vous pouvez modifier donc les options d'affichage de l'explorateur Windows via l'onglet Affichage ou View en anglais et cocher ici Afficher les extensions des fichiers.
en anglais File Name Extensions. Et de retour dans l'explorateur dans QGIS, nous pouvons remarquer au passage qu'un clic droit sur la couche nous permet d'exporter la couche, d'ajouter cette couche au projet QGIS actuellement actif, ou encore de renommer ou de supprimer cette couche d'information. Alors, vous pouvez prendre quelques secondes pour rapidement explorer les autres données qui sont contenues dans ce répertoire. Par exemple, ici nous avons des données de type raster, toujours. Ce sont des images satellites acquises sur l'état de Rondônia au Brésil en 1975, 1975 et 2001. Images que nous visualiserons tout à l'heure dans l'interface principale de QGIS. Et dans les données shapefile ou vectorielles, nous avons par exemple ici un fichier qui correspond à des limites administratives au niveau de la République démocratique du Congo, que nous pouvons explorer très rapidement, avec les attributs et ici les limites administratives au niveau de la RDC. Nous avons ensuite toute une série de fichiers qui proviennent du site web Natural Earth, qui correspondent notamment à la localisation des zones les plus peuplées sur la Terre, à la localisation des fleuves principaux à la surface de la Terre, aux océans et à toute une série de couches correspondant à différents niveaux de limites administratives des différents pays. Voilà, je vous laisse explorer par vous-même les autres couches d'informations si vous le souhaitez. Nous reparlerons de certaines de ces couches un petit peu plus tard dans le cours de l'exercice. Voilà, c'est déjà tout pour cet explorateur de QGIS. Retenez principalement qu'il vous permettra de naviguer assez facilement dans vos données géographiques et qu'il vous permettra, via un clic droit, de consulter très facilement les propriétés de ces différentes couches d'informations, notamment les métadonnées, un aperçu visuel et la table d'attributs uniquement pour les données vecteurs, puisque les données raster, comme vous allez le voir, n'ont pas de couche attributaire. Et donc vous n'aurez accès que aux métadonnées et à l'aperçu visuel pour les données raster. Nous allons maintenant passer à la section suivante du manuel, la section 7.1.4, page 38, qui s'intitule « Manipuler des fichiers de données géographiques dans QGIS », qui est une section un peu plus théorique et dont nous avons déjà évoqué certains aspects. Comme nous l'avons déjà évoqué à l'instant, certaines données géographiques ne sont pas encodées dans un simple fichier unique. À une donnée géographique, donc par exemple une donnée vectorielle ou une donnée raster, apparaissant dans le panneau explorateur de QGIS, c'est ce qui est représenté ici dans la partie gauche de l'illustration, peuvent correspondre plusieurs fichiers visibles dans l'explorateur de votre ordinateur, que ce soit l'explorateur Windows ou Mac. C'est ce qui apparaît ici dans la partie droite de l'illustration et que je vous ai déjà montré à la section précédente. Alors ces différents fichiers sont en fait complémentaires les uns des autres et contiennent chacun une partie de l'information géographique qui sera nécessaire pour une lecture correcte de cette donnée géographique par QGIS. Alors à quoi correspondent ces différents fichiers qui sont complémentaires les uns des autres? Eh bien nous pouvons simplement jeter un petit coup d'œil à la figure 13 qui est présentée ci-après dans le manuel. Et cette figure décrit finalement la fonction de chacun de ces fichiers qui sont complémentaires les uns des autres, avec le cas de la couche d'information Pays d'Afrique. Alors nous retrouvons ici le fichier numérique pays d'Afrique.shp qui correspond en fait à la géométrie ou aux entités géographiques de la couche d'information. C'est donc le fichier qui va reprendre les entités géométriques ou le dessin des entités correspondant aux limites des pays. Nous avons ensuite le fichier pays d'Afrique.dbf, donc avec l'extension .dbf qui veut dire Database File. Ce fichier va reprendre en fait les informations sur les données attributaires, c'est-à-dire la table d'attributs. Alors si nous allons voir dans l'explorateur Windows pour vous en convaincre, nous allons retrouver le fichier pays d'Afrique.dbf que nous pouvons ouvrir simplement avec Excel par exemple, et vous voyez bien que ce fichier correspond à la table d'attributs de cette couche d'information avec donc les différentes colonnes
qui correspondent aux différentes variables caractérisant chacun des pays et les différentes lignes qui vont reprendre chacun des pays. Donc vous voyez d'ores et déjà que les informations de type géométrie des entités spatiales et données attributaires sont stockées dans deux fichiers différents. Nous avons ensuite les fichiers .prj ou .qpj qui eux correspondent à de simples fichiers de texte qui reprennent l'information sur le système de coordonnées dans lequel est exprimée la couche d'information en tant que telle. Et pour nous en rendre compte, nous pouvons simplement faire un clic droit sur cette couche pays d'Afrique.prj et l'ouvrir avec le bloc-notes, dans mon cas avec Notepad++. Et nous pouvons nous rendre compte que l'information contenue dans ce fichier est une information qui décrit finalement le système de coordonnées utilisé pour représenter cette couche d'information. Nous avons ensuite le fichier avec l'extension .qml qui va contenir l'information sur la symbologie, c'est-à-dire par exemple les couleurs qui ont été choisies pour la représentation cartographique de cette couche, la taille des symboles, l'utilisation d'étiquettes, donc l'affichage de noms sur les différents pays par exemple, etc. Et puis nous avons toute une série d'autres fichiers dont la description est présentée dans le manuel et sur lesquels je ne vais pas m'étendre ici. Alors attention, étant donné qu'une donnée géographique est en fait souvent composée d'un ensemble de fichiers complémentaires les uns des autres, il est important, lorsque vous déplacez ou renommez vos données, de le faire via le panneau explorateur de QGIS qui réalisera l'opération comme s'il n'y avait qu'un seul fichier et qui va donc par exemple renommer l'ensemble des fichiers complémentaires les uns des autres en même temps. En particulier, lorsque vous transmettrez vos données à un collaborateur, faites attention à lui transmettre l'ensemble des fichiers concernés, sans quoi il ne pourra probablement pas utiliser correctement vos données. Par exemple, si vous décidez de partager la couche d'information Pays d'Afrique avec un collègue et que vous n'envoyez à ce collègue que le fichier .shp, ce collègue ne pourra pas ouvrir correctement cette couche d'information dans son projet QGIS, puisqu'il lui manquera par exemple les informations de la table d'attributs ou les informations sur le système de coordonnées qui sont utiles pour positionner correctement dans l'espace la couche d'information. Il est donc important, lorsque vous voulez partager vos données géographiques, de faire attention de communiquer l'ensemble des fichiers complémentaires les uns des autres. Et donc typiquement, si vous voulez partager cette couche d'information avec l'un de vos collègues, eh bien vous devrez simplement lui envoyer le dossier qui contient l'ensemble des fichiers complémentaires les uns des autres. Et donc non pas uniquement la couche .shp. Nous allons maintenant passer à des notions un peu plus intéressantes et appliquées, avec dans un premier temps l'apprentissage de la gestion de l'affichage des couches d'information spatiale dans l'interface de visualisation de QGIS, telle que présentée à la section 7.1.5, page 39 du manuel. Nous en revenons donc à notre premier projet QGIS précédemment ouvert, et dans cette interface de QGIS, je n'aurai plus besoin de l'explorateur pour le moment, et je vais donc me concentrer sur le panneau couche que je vais réactiver simplement en le sélectionnant à ce niveau-ci. Donc faites en sorte que votre panneau couche soit bien visible. Éventuellement, si nécessaire, vous pouvez fermer le panneau explorateur comme ceci. Il ne restera alors que le panneau couche. Alors, la première chose à comprendre pour gérer l'affichage des couches d'information géographique dans QGIS est qu'il suffit de cocher ou décocher une couche pour l'afficher ou la désafficher. Par exemple, si je prends la couche 10M, rivière, lac, centerlines, je peux activer cette couche en la cochant et je vais donc voir apparaître dans mon interface de visualisation les principaux fleuves du monde, qui dans ce cas-ci apparaissent en bleu. Je peux désactiver la couche et la réactiver. Le même principe est évidemment valable pour l'ensemble des couches, par exemple ici pour les pays d'Afrique. Ou encore pour la couche océan que je peux faire disparaître ou réapparaître.
Une autre notion à bien comprendre et à bien avoir en tête est le fait que la fenêtre de visualisation de QGIS affiche les données géographiques sélectionnées dans le panneau couche comme une superposition de couches les unes sur les autres selon l'ordre vertical défini dans ce panneau couche. La couche d'information supérieure dans le panneau couche sera donc affichée au-dessus des autres couches dans la fenêtre de visualisation spatiale. Pour vous en rendre compte et pour modifier l'ordre des couches, vous pouvez par exemple sélectionner la couche qui correspond aux fleuves les plus importants à la surface de la Terre et la faire glisser dans le panneau couche sous la couche Pays d'Afrique, comme ceci. Le petit trait noir qui apparaît indique la position où la couche sera déplacée. Cette couche a donc été déplacée sous la couche Pays d'Afrique. Et que constatons-nous dans l'interface de visualisation spatiale ? Eh bien, simplement que la couche qui reprend les fleuves les plus importants à la surface de la Terre n'est plus visible pour le continent africain, étant donné que cette couche est positionnée dans le panneau couche sous la couche Pays d'Afrique. La couche des fleuves est donc cachée par la couche Pays d'Afrique. Si maintenant je désactive la couche Pays d'Afrique, eh bien, les fleuves d'Afrique vont donc réapparaître. Vous voyez par cet exemple que les différentes couches d'information sont bien superposées les unes sur les autres et que l'ordre des couches dans le panneau latéral de gauche couche va donc conditionner la visibilité de ces couches dans l'interface de visualisation spatiale. En conséquence, et par défaut, nous aurons toujours tendance à placer en haut du panneau couche les couches d'information les moins couvrantes, c'est-à-dire en général les couches d'information ponctuelles, puis les couches d'information de type ligne, et ensuite d'autres couches d'information de type polygone ou raster ou image. Vous pourrez remarquer que nous retrouvons la couche d'information ponctuelle, zone explorée au gré des exercices de ce manuel, que je peux donc activer. Cette couche correspond à une symbologie étoilée, et ces différentes étoiles localisent simplement les différents endroits du monde qui seront étudiés à travers les différentes contextualisations de cette formation. Nous aurons donc l'occasion de voyager au gré de ces exercices au Guatemala, en Haïti, au Brésil, au Mali, en République démocratique du Congo, en Zambie, au Pakistan, en Inde et enfin aux Philippines. Vous pourrez remarquer que si nous descendons tout en bas du panneau couche, nous avons une couche d'information qui a été produite par le Programme de développement des Nations Unies et qui contient deux informations, le produit intérieur brut par personne, c'est-à-dire le PIB par personne, ou en anglais GDP, Gross Domestic Product per capita, et également l'indice de développement humain, qui correspond en fait au rang ou au classement de chacun des pays en termes d'indice de développement humain pour l'année 2005. Afin de visualiser correctement cette couche d'information, je vais devoir désactiver les autres couches d'information qui actuellement cachent en partie cette couche d'information. Je vais donc désactiver cette couche d'information-ci, pays du monde, pays d'Afrique, les fleuves, et également les couches relatives à la République démocratique du Congo qui sont reprises dans un groupe qui contient deux couches d'informations. Je vais donc désactiver ce groupe. De cette manière, je peux visualiser correctement l'information qui m'intéresse. Dans ce cas-ci, c'est donc le rang en termes d'indice de développement humain de chacun des pays qui est représenté. Et pour savoir à quoi correspond la symbologie actuellement utilisée, je peux simplement accéder à la symbologie de cette couche en cliquant sur le petit triangle noir qui apparaît ici à gauche de la couche, qui va donc me donner accès à la symbologie de cette couche d'information, c'est-à-dire à l'association entre couleur et valeur. Ces informations sont contenues dans la table d'attributs associée à cette couche d'information spatiale. Et pour accéder à la table d'attributs de cette couche d'information,
il me suffit de faire un clic droit sur la couche et d'accéder simplement au menu « Ouvrir la table d'attributs » qui va donc ouvrir la table d'attributs associée à cette couche d'information dans laquelle je vais retrouver 3 colonnes, le GDP per capita, donc le produit intérieur brut par personne, le nom des pays et également le rang de l'indice de développement humain. Et donc dans cette table d'attributs, je peux par exemple classer par ordre croissant ou décroissant les différents pays en fonction du rang de l'indice de développement humain, simplement en cliquant sur l'entête de cette colonne. Et de cette manière, j'obtiens un classement croissant ou décroissant des pays. Et nous voyons qu'en 2005, c'est donc l'Islande qui était classée première en termes d'indice de développement humain par les Nations Unies, suivie de la Norvège et de l'Australie. Nous reviendrons sur cette notion de table d'attributs un petit peu plus tard dans d'autres exercices. Et c'est donc bien cette information sur le rang de l'indice de développement humain qui a été utilisée pour définir la symbologie de la couche, ou en d'autres mots, les couleurs associées à chacun des pays. Et pour s'en convaincre, nous pouvons simplement accéder à la définition de la symbologie de la couche via à nouveau un clic droit sur cette couche d'information. Nous accédons aux propriétés de cette couche d'information cette fois. Nous nous dirigeons ensuite vers le menu Symbologie, que nous n'allons pas explorer en détail actuellement, nous le ferons ultérieurement, mais nous voyons que la valeur qui est utilisée pour définir la symbologie, c'est bien la colonne HDI Rank, c'est-à-dire le rang de l'indice de développement humain, Human Development Index Rank. La symbologie de cette couche est donc définie à partir des valeurs qui sont présentes dans une colonne de la table d'attributs. C'est une des notions importantes qu'il faudra retenir pour pouvoir définir la symbologie d'une couche d'information correctement, mais nous y reviendrons en détail plus tard. Et avec cette symbologie, nous voyons simplement que les pays qui sont les mieux classés en termes d'indice de développement humain sont repris en couleur rouge, et que les pays qui sont les moins bien classés sont repris dans des couleurs vertes. Alors le choix de cette symbologie est cependant critiquable. En effet, en termes de symbologie, la couleur rouge est généralement associée à un phénomène défavorable et la couleur verte à un phénomène favorable. Dans ce cas-ci, cette logique n'est pas respectée. Il pourrait donc être souhaitable d'inverser cette palette de couleurs pour associer la couleur verte aux pays les mieux classés et la couleur rouge aux pays les moins bien classés. Alors ceci peut se faire facilement dans QGIS via la gestion de la symbologie. Je vais revenir sur ma couche d'intérêt. Via un simple clic droit, je vais accéder aux propriétés de cette couche. Ensuite à l'onglet Symbologie et je vais pouvoir inverser via un clic droit sur la palette de couleurs actuellement active. Je fais un clic droit sur cette palette de couleurs et je vais pouvoir donc inverser cette palette de couleurs. Cette inversion s'effectue automatiquement pour l'ensemble des pays, comme vous le voyez, et je vais donc simplement valider cette inversion. La symbologie est donc automatiquement adaptée dans mon interface, et cette fois-ci, j'ai donc la couleur verte qui est associée aux pays les mieux classés et la couleur rouge aux pays les moins bien classés, ce qui est intuitivement plus facilement compréhensible. Nous allons maintenant passer à la section suivante du manuel de formation, page 40, section 7.1.5.1, qui s'intitule Map Swipe Tool, une astuce pour la comparaison visuelle des données géographiques. Alors je vous propose maintenant de nous rendre au Brésil, dans l'état de Rondônia, pour lequel nous avons ici dans notre projet QGIS 2 images satellites. Nous pouvons apercevoir, mais quelque peu difficilement, à ce niveau-ci, ces 2 images satellites qui sont présentes à l'ouest du Brésil. Et pour nous rendre plus facilement en cet endroit, nous allons simplement faire un clic droit sur le groupe de couches Brésil-Rondônia et nous allons demander à zoomer sur le groupe.
Et de cette manière, nous avons zoomé automatiquement sur les images satellites qui sont reprises dans ce groupe de couches. Éventuellement, avec la roulette de votre souris, vous pouvez zoomer ou dézoomer pour vous rendre compte que nous sommes bien à l'ouest du Brésil et que nous avons zoomé automatiquement sur les couches d'informations qui nous intéressent. Les deux couches d'informations qui nous intéressent sont donc reprises à ce niveau-ci. Elles correspondent à deux images satellites de type Landsat, acquises au-dessus de l'état de Rondônia au Brésil, une image Landsat 2 du 19 juin 1975 et une image Landsat 7 du 7 février 2001. Ces deux images satellites peuvent être utilisées dans le cadre de cet exercice pour mettre en évidence la déforestation qu'a subie la région entre 1975 et 2001. Alors, pour nous rendre compte du niveau de déforestation qu'a subi cet état entre ces deux dates, nous pouvons simplement désactiver la première couche d'information qui correspond à l'année 2001 afin de visualiser la couche d'information qui correspond à 1975. Nous voyons donc ici l'état de la forêt amazonienne dans cet état en 1975, une forêt plus ou moins intacte. Et lorsque nous activons l'image satellite de 2001, eh bien nous constatons l'impact de la déforestation à très grande échelle, avec l'ensemble des taches vert plus claires qui correspondent à des zones qui ont été déforestées. Nous pouvons donc faire cette comparaison visuelle par désactivation, réactivation d'une des deux couches d'information. Nous pouvons éventuellement zoomer dans la couche pour nous en rendre encore mieux compte. Donc, il existe dans QGIS un outil qui s'appelle le Map Swipe Tool qui est particulièrement utile pour comparer visuellement deux couches d'informations, raster et ou vecteur, qui se superposent, par exemple deux images satellites, comme c'est le cas actuellement dans notre interface. Alors cet outil va permettre d'afficher ou désafficher une des couches d'information à l'aide d'un simple mouvement de va-et-vient ou glissement avec la souris sur la couche. Alors attention, cet outil Map Swipe Tool ne fait pas partie des outils installés par défaut dans QGIS. Il est en fait une extension, en anglais nous dirons un plugin, qui doit donc être installé via le menu Extensions, Installer, Gérer les extensions. C'est donc ce menu-ci, Extensions, Installer, Gérer les extensions, qui va vous permettre d'installer toute une série d'extensions qui correspondent à des fonctionnalités supplémentaires qui sont disponibles pour QGIS, mais qui ne sont pas installées par défaut dans l'interface de QGIS. Lorsque vous rentrez dans ce menu, cette fenêtre devrait apparaître à l'écran et vous accédez au listing de toutes les extensions qui sont donc disponibles dans QGIS, pour QGIS. Et vous voyez qu'elles sont très nombreuses, il y en a des dizaines, voire des centaines. Alors parmi ces extensions, nous allons rechercher l'extension qui s'appelle Map Swipe Tool. Pour trouver cette extension, nous allons donc taper le nom de l'extension dans le panneau de recherche. Map, M-A-P, Swipe, S-W-I-P-E. Et nous allons trouver de cette manière l'extension qui nous intéresse, qui n'est pas encore installée dans ce cas-ci. Ce dont nous pouvons nous rendre compte car cette extension est encore identifiée par cette icône-ci qui correspond aux extensions non installées. Nous allons donc installer cette extension simplement en cliquant sur Installer l'extension à ce niveau-ci. Et si vous voulez un descriptif de cette extension, vous avez toute une série d'informations à ce niveau-ci. Je vais donc installer cette extension. L'installation se fait généralement très rapidement. Il vous faut bien évidemment une connexion à Internet pour que cette installation fonctionne. Et après installation, l'extension va être reconnue par son icône spécifique. Après installation, vous pouvez donc fermer cette fenêtre et nous allons tenter de retrouver cette extension dans l'interface. Et pour l'extension Map Swipe Tool, elle va simplement se retrouver ici dans la barre d'outils à ce niveau-ci. Notez cependant que la localisation de cette extension dans l'interface peut varier d'un ordinateur à l'autre.
Vous pourrez la reconnaître via cette icône spécifique Map Swipe Tool. Alors, afin de pouvoir utiliser la fonctionnalité de cette extension, nous allons d'abord devoir sélectionner dans le panneau couche la couche d'information pour laquelle nous allons vouloir activer cet effet de swipe. Nous devons donc simplement cliquer sur cette couche. Et dans un deuxième temps, nous allons simplement activer la fonctionnalité du swipe pour activer cette fonction sur la couche sélectionnée dans le panneau couche. Ensuite, je n'ai plus qu'à passer ma souris de manière horizontale. Ou verticale dans mon interface pour pouvoir comparer visuellement les deux images plus facilement grâce à cet effet de swipe qui va fonctionner également si vous zoomez sur votre image. Alors attention, pour que cet outil fonctionne correctement, vous devez simplement faire un clic gauche avec votre souris à un endroit de l'image et ne pas relâcher le clic de votre souris. Et ensuite déplacer votre souris soit latéralement, soit verticalement. Cet outil de Map Swipe Tool est donc particulièrement efficace et pratique pour comparer deux images satellites acquises au-dessus d'une même zone géographique à deux dates différentes. Et typiquement, cet outil sera utilisé pour comparer une situation donnée avant une catastrophe avec la situation après une catastrophe particulière. Par exemple, après un événement de déforestation, après un incendie, après un glissement de terrain, un tremblement de terre ou d'autres catastrophes. Lorsque vous avez terminé avec cet outil, vous pouvez simplement le désactiver en cliquant à nouveau sur le bouton de Map Swipe Tool. Nous allons maintenant voir comment naviguer dans la fenêtre de visualisation spatiale de QGIS à l'aide de différentes techniques. Et nous allons commencer par les outils de navigation cartographique présentés à la section 7.1.6.1, page 41 du manuel de formation. Nous allons donc utiliser la barre d'outils de navigation cartographique qui se situe à ce niveau-ci dans l'interface et que je vais donc mettre en évidence de cette manière-ci. Vous pouvez cependant la laisser à sa place d'origine dans votre interface personnelle. Si cette barre d'outils n'était pas disponible dans votre interface, vous pouvez toujours la faire réapparaître via le menu de gestion des vues, barre d'outils, et vous activez ensuite la barre d'outils de navigation cartographique. Dans mon cas, cette barre d'outils est déjà activée. Alors, cette barre d'outils est d'utilisation assez intuitive. Nous pouvons par exemple utiliser la loupe avec un petit plus pour simplement définir une zone sur laquelle nous voulons zoomer. Ici, par exemple, le cas de l'Inde. Je peux éventuellement ajuster le zoom à l'aide de la main. Je peux également dézoomer avec la loupe avec le signe moins. Je peux zoomer sur l'emprise totale des données du projet QGIS actuel avec cet outil. Si vous avez sélectionné dans le panneau couche une couche d'information, donc par exemple pays d'Afrique, donc vous devez simplement sélectionner cette couche et pas nécessairement l'activer ou la cocher. Donc vous sélectionnez simplement cette couche. Vous pouvez ensuite utiliser ce bouton zoomer sur la ou les couches. Et je zoome donc sur la couche sélectionnée. Cette fonctionnalité est également valable si vous sélectionnez plusieurs couches d'informations dans le panneau couche. Donc je sélectionne la couche pays d'Afrique, la touche clavier CTRL qui va me permettre de sélectionner une deuxième couche d'information et ensuite zoomer sur ces deux couches d'information. Et je zoome à la fois sur l'Afrique et sur la deuxième couche d'information que je viens de sélectionner dans le panneau couche, qui se situe donc à l'ouest du Brésil.
Vous pouvez facilement revenir au zoom précédent via ce bouton-ci ou au zoom suivant. Alors, une autre manière de zoomer sur une couche particulière est simplement de faire un clic droit sur la couche d'intérêt. Donc, dans ce cas, je vais zoomer sur la RDC. Je vais d'abord activer cette couche dans le panneau couche afin de rendre cette information visible dans l'interface. Et je vais ensuite zoomer sur cette couche en particulier. Donc, imaginons que vous ne sachiez pas où se situe la République démocratique du Congo. Eh bien, vous pouvez simplement sélectionner cette couche d'information, faire un clic droit et demander à zoomer sur la ou les couches. Et vous zoomerez automatiquement donc sur la République démocratique du Congo en Afrique centrale. Alors, imaginons ensuite que vous ayez sélectionné toute une série d'entités administratives en République démocratique du Congo, ce qui peut se faire en deux temps, en sélectionnant d'abord dans le panneau latéral de gauche la couche d'information d'intérêt, et dans un deuxième temps, en utilisant la flèche blanche de sélection, qui va vous permettre de sélectionner de manière interactive certaines entités administratives. Pour en sélectionner plusieurs, vous pouvez simplement enfoncer la touche clavier CTRL, c'est-à-dire CTRL, et de cette manière sélectionner donc plusieurs entités administratives. Et maintenant, si vous voulez zoomer sur l'ensemble de ces entités sélectionnées, vous pouvez simplement utiliser ce bouton, Zoom sur la sélection, et vous zoomez de cette manière sur l'ensemble des entités sélectionnées. Pour désactiver la sélection, vous pouvez simplement cliquer à côté. Je reviens sur l'emprise totale des couches de mon projet QGIS. Et maintenant, imaginons que je veuille comparer deux régions du monde dans deux cartes côte à côte. Eh bien, je peux demander simplement la création d'une nouvelle vue cartographique en deux dimensions, comme ceci. Et de cette manière, je pourrais explorer de manière indépendante chacune des deux cartes. Et je pourrais utiliser cette fonctionnalité pour comparer par exemple dans deux fenêtres parallèles, deux archipels, par exemple la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui se situe à ce niveau-ci, et par ailleurs l'archipel des Philippines sur lequel je vais me rendre simplement en zoomant avec la roulette de ma souris et en ajustant la vue de cette manière. Nous avons donc de cette manière, dans deux vues cartographiques parallèles, les deux archipels, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Philippines. Vous noterez qu'il est également possible de réaliser une vue cartographique en 3 dimensions, mais nous n'allons pas en parler actuellement. Nous verrons cette option dans la contextualisation numéro 8. Et je vais fermer maintenant cette deuxième carte dont je n'ai pas besoin. Et nous allons maintenant passer à la section suivante du manuel de formation, page 42, section 7.1.6.2, qui concerne la variation de l'échelle d'affichage. Je vous propose de revenir sur la RDC via un clic droit zoomé sur le groupe. Et vous pouvez remarquer que l'échelle d'affichage actuellement utilisée dans mon interface est reprise ici, tout en bas de l'écran, échelle. Et vous avez la possibilité de choisir de manière interactive toute une série d'échelles prédéfinies. Je vais par exemple choisir l'échelle classique 1/25 millième. Vous voyez que le zoom correspondant dans ce cas-ci est très important. Je peux donc dézoomer quelque peu avec une échelle au 1/100 millième, au 1/500 millième, ou encore à l'échelle 1/100000e. Vous avez également la possibilité d'indiquer de manière interactive une échelle autre que les échelles prédéfinies. Par exemple, je pourrais indiquer l'échelle de 1/100 millionième en rajoutant simplement ici 2 zéros. Et voici le résultat. Nous pouvons maintenant revenir dans le manuel à la note 1, question d'échelle, page 42, pour répondre à la question « Qu'est-ce qu'une petite échelle et qu'est-ce qu'une grande échelle ?»
Sur base de cette illustration, nous pouvons voir qu'une échelle plus petite permettra de représenter une plus grande étendue et qu'une plus grande échelle permettra de représenter une étendue plus petite. Pour mieux comprendre cela, nous devons nous référer à la manière dont nous écrivons une échelle numérique sur une carte. Alors, une échelle numérique va être représentée sous la forme d'un quotient ou d'un rapport de deux nombres. Dans ce cas-ci, 1 divisé par 500 millionième. Nous avons donc un numérateur, le 1, et un dénominateur, le 500 millionième. Si nous considérons la valeur résultante de ce quotient ou de cette fraction, eh bien nous voyons que 1 divisé par 500 millions, cela va résulter en une valeur extrêmement petite. A l'inverse, lorsque nous aurons une échelle dite plus grande, eh bien nous allons voir que la valeur du dénominateur sera plus petite. Dans ce cas-ci, nous avons une échelle numérique de 1 divisé par 50 millions. Et donc, par définition mathématique, la valeur résultant de cette fraction sera plus importante que la valeur résultant de cette fraction-ci. Nous aurons donc à ce niveau une échelle dite plus petite, qui permet de représenter une superficie plus grande, une plus grande étendue, et nous aurons à ce niveau-ci une échelle dite plus grande, qui permettra de représenter donc une étendue plus restreinte. Alors comment interpréter concrètement cette échelle numérique qui correspond donc à un rapport de deux nombres, 1 divisé par 500 millions? Eh bien cela veut simplement dire que une unité sur la carte va correspondre à 500 millions d'unités dans le monde réel. Par exemple, si nous mesurons 1 cm sur la carte, eh bien cela va correspondre à 500 millions de centimètres dans le monde réel. Ou encore que 1 cm sur la carte va donc correspondre à 5000 km dans le monde réel. Alors il existe une deuxième manière de représenter une échelle sur une carte, à savoir l'échelle graphique, qui est représentée à ce niveau-ci. Alors dans une échelle graphique, la correspondance est faite entre la longueur d'un trait dessiné sur la carte et la longueur correspondante effective dans le monde réel. Donc dans ce cas-ci, la longueur de ce trait sur cette carte va correspondre à 10 000 km dans le monde réel. Retenez donc qu'il existe deux manières de représenter une échelle sur une carte, l'échelle graphique et l'échelle numérique, et qu'une plus petite échelle permettra de représenter une plus grande étendue, et à l'inverse, une plus grande échelle permettra de représenter une plus petite étendue. Nous allons maintenant découvrir une nouvelle extension de QGIS qui s'appelle lat-long tools, extension qui est présentée à la page 43 du manuel de formation à la section 7.1.6.3. Cette extension va nous permettre de naviguer dans l'interface de QGIS d'une autre manière. Alors comme il s'agit d'une extension, nous allons bien évidemment d'abord devoir installer cette extension. Je reviens donc dans l'interface de mon projet QGIS et je me dirige vers le menu Extensions, Installer, gérer les extensions qui va donc me permettre d'installer cette nouvelle extension. Vous devez bien évidemment être connecté à Internet pour pouvoir réaliser cette nouvelle installation. Je vais ensuite simplement chercher dans le panneau de recherche de cette interface l'extension lat-long tools. Je tape les mots-clés LAT espace LON et j'obtiens donc l'extension d'intérêt que je peux sélectionner et qui, comme vous le voyez, n'est actuellement pas installée, puisqu'elle est reconnue par cette icône verte. Vous avez donc le descriptif de cette extension à ce niveau-ci. Et vous pouvez ensuite simplement l'installer. L'installation est généralement très rapide. Et après quelques secondes, vous aurez donc cette extension qui apparaît comme extension installée avec une icône spécifique. Vous pouvez ensuite fermer cette fenêtre et nous allons essayer de retrouver cette extension dans l'interface. Par ailleurs, je n'ai plus besoin de cette barre d'outils pour le moment, je vais donc la faire remonter à sa place originelle.
Et je vois que dans mon interface, une nouvelle barre d'outils est apparue, que je mets ici en évidence. Vous pouvez éventuellement la laisser à sa place d'origine. Dans mon cas, je vais la mettre en évidence à ce niveau-ci. Alors nous allons utiliser cette extension pour nous rendre à un point particulier de la planète pour lequel nous avons un couple de coordonnées spécifiques. Donc nous avons à disposition les coordonnées géographiques d'un point particulier et nous allons, grâce à cette extension, nous rendre directement sur ce point. Le couple de coordonnées géographiques qui nous intéresse dans ce cas-ci est présenté à la page 43 du manuel et correspond à la localisation du parc national d'Evirunga à l'est de la République démocratique du Congo. Les coordonnées exprimées en degrés décimaux sont latitude 0, longitude 29,5 degrés. Nous pouvons en profiter pour souligner le fait que la latitude correspond à la position selon l'axe Y, c'est-à-dire verticalement, et que la longitude correspond à la position selon l'axe X, c'est-à-dire de manière horizontale. Nous allons donc revenir dans notre interface QGIS. Nous allons utiliser l'outil d'intérêt aller à des coordonnées. Le voici activé. Alors par défaut, dans mon cas, il vient se localiser en dessous du panneau couche. Dans votre cas, peut-être que cette fenêtre se localisera ailleurs, donc à vous de la retrouver. Je vais déplacer cette fenêtre pour la mettre en évidence à ce niveau-ci. Et je vais rentrer les informations de latitude et longitude comme demandé. L'information de latitude renseignée dans le manuel est donc de 0 pour le parc national d'Evirunga. Je vais ensuite placer une virgule. Et ensuite entrer la valeur de longitude, dans ce cas-ci 29,5 degrés décimaux. Une fois ce couple de coordonnées rentré dans l'interface, je peux simplement cliquer sur ce bouton « Aller à des coordonnées ». Et vous voyez qu'un clic sur ce bouton va simplement identifier la localisation du point d'intérêt à partir de ces coordonnées géographiques. Je peux éventuellement maintenant zoomer sur la zone et je serai donc au niveau du parc national d'Evirunga à l'est de la République démocratique du Congo. Alors cet outil contient toute une série d'autres options que nous n'allons pas voir ensemble, mais que vous pouvez explorer par vous-même si cela vous intéresse. Je vais donc maintenant fermer cette fenêtre. Une autre fonctionnalité intéressante disponible via cette extension est celle que nous pouvons activer via ce bouton-ci, qui s'intitule « Afficher sur la carte externe », que nous pouvons donc utiliser pour cliquer avec un clic gauche à l'endroit qui nous intéresse. Je vais donc cliquer avec un clic gauche au niveau du parc national d'Evirunga. Et ceci va automatiquement ouvrir dans une fenêtre externe, dans une fenêtre Internet externe, une autre carte, dans ce cas-ci une carte qui dépend du service Google Maps, dans laquelle je vais pouvoir retrouver le point d'intérêt. Je pourrai ensuite dézoomer pour, par exemple, localiser ce point dans une étendue plus grande. Une autre possibilité est de faire un clic droit plutôt qu'un clic gauche, ce que je vais donc faire maintenant, clic droit, et ceci va ouvrir un autre service, dans ce cas-ci OpenStreetMap, qui est donc un autre type de carte, mais qui va donc me permettre de localiser ce même endroit sur cet autre fond de carte, dans la région du parc national d'Evirunga. Vous voyez de la sorte que cette extension, et en particulier cet outil, est particulièrement utile pour visualiser un couple de données géographiques dans une interface externe autre que QGIS en tant que telle. Enfin, remarquez que cette extension, cette barre d'outils, est également accessible via le menu Extension Lat-Long Tools. Vous avez accès à ce niveau-ci à l'ensemble des fonctionnalités qui sont reprises dans la barre d'outils. Et vous pouvez notamment accéder aux paramètres de cette extension qui vous permettra de faire toute une série de réglages. Et notamment concernant le service de carte externe, vous pourrez sélectionner à ce niveau-ci
quel service de carte externe doit s'ouvrir lorsque vous faites un clic gauche et quel service de carte externe doit s'ouvrir lorsque vous faites un clic droit. Par défaut, c'est le service Google Maps qui sera activé en cas de clic gauche et le service OpenStreetMap OSM qui sera activé en cas de clic droit. Nous n'allons pas explorer ensemble l'ensemble de ces fonctionnalités, bien évidemment. Libre à vous de le faire si vous êtes curieux. Nous allons maintenant passer à la section 7.1.7 du manuel de formation, page 44, qui s'intitule « Définir la gamme d'échelle de visibilité d'une couche ». Nous allons pour ce faire revenir dans notre projet QGIS et zoomer sur l'ensemble de l'emprise de notre projet QGIS. Je vais au passage ranger la barre d'outils Lathlon Tools à ce niveau-ci. Et nous allons activer dans le panneau latéral de gauche couche pour cet exercice deux nouvelles couches d'informations dans le groupe Populated Places, 110 millions Populated Places et 10 millions Populated Places. Ces deux couches d'informations proviennent du site web Natural Earth qui apparaît à l'écran, sur lequel vous pouvez potentiellement télécharger ces données de Populated Places et sur lequel vous trouverez un descriptif assez précis de ces données. Comme vous pouvez le voir dans l'interface, la couche 110 millions Populated Places va identifier à la surface de la Terre les zones peuplées les plus importantes et la couche 10 millions Populated Places va identifier à la surface de la Terre toute une série de zones peuplées selon un calcul réalisé à l'échelle 1/10 000e. Alors, lorsque nous nous intéressons à certaines régions du monde, par exemple ici en Europe, nous pouvons constater que la symbologie sur cette carte est excessivement surchargée, puisque les différents points se superposent les uns les autres, ce qui ne permet pas finalement d'avoir une visualisation tout à fait correcte de cette information. Nous pouvons zoomer sur l'Europe pour nous rendre compte de la densité importante de ces points, densité qui sera moindre dans d'autres régions du monde, évidemment par exemple ici sur la zone saharienne. Alors la pertinence de représenter l'ensemble de ces points à cette échelle d'affichage peut être questionnée, étant donné que, comme nous l'avons évoqué, la représentation est fortement surchargée et ne permet pas une bonne lisibilité de la carte. Dans ce cas, il peut être intéressant de définir une échelle d'affichage minimale en deçà de laquelle la couche d'information 10 millions Populated Places ne sera simplement plus affichée, et ceci de manière automatique. Nous pourrons le faire donc via la définition de la gamme d'échelle de visibilité d'une couche. Alors nous voyons qu'actuellement cette couche d'information est visible peu importe l'échelle à laquelle nous allons visualiser cette carte, à la fois à petite échelle comme c'est le cas actuellement, et également à grande échelle lorsque je zoome par exemple ici sur l'Espagne. Pour faire en sorte qu'une couche d'information ne s'affiche plus de manière automatique en deçà d'une certaine échelle, nous pouvons simplement accéder via un clic droit sur la couche au menu Échelle de visibilité de la couche. Cette fenêtre apparaît, définir l'échelle de visibilité pour les couches sélectionnées. Je vais pouvoir activer cette option et je vais donc pouvoir définir l'échelle minimum en deçà de laquelle cette couche d'information ne devrait plus s'afficher. Alors je vais conserver la valeur qui est actuellement indiquée à l'écran, à savoir 1/10 000e. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zéros, donc 1 suivi de 7 zéros, 1/10 000e. Je vais ensuite activer cette fonctionnalité et vous voyez que la couche en question, malgré le fait qu'elle soit cochée dans le panneau couche, n'apparaît pas dans l'interface de visualisation spatiale, étant donné que l'échelle actuellement utilisée est inférieure au seuil que je viens de définir de 1/10 000e. Maintenant, si je décide de zoomer sur une région du monde, à partir d'une certaine échelle, à partir d'un certain zoom, cette couche devrait réapparaître automatiquement
Et comme vous le voyez, c'est bien le cas. Je suis actuellement passé à l'échelle d'approximativement 1/5 millionième. Et à cette échelle, étant donné que cette échelle est supérieure à l'échelle minimum que nous avons définie dans l'outil que nous avons utilisé, eh bien donc cette information, cette couche d'information s'affiche. Si maintenant j'indique une échelle plus petite, par exemple 1/15 millionième, j'active cette échelle, je vais donc dézoomer, et étant donné que cette échelle est plus petite que la valeur seuil définie dans l'outil, eh bien cette couche d'information va automatiquement disparaître. Nous voyons donc que cet outil peut être utile pour contrôler automatiquement la visibilité des couches en fonction de l'échelle d'affichage et en particulier pour éviter la saturation de l'affichage lorsque nous utilisons des échelles qui sont toutes petites. Alors cet outil ou ce comportement d'affichage peut bien évidemment être désactivé via un clic droit sur la couche, échelle de visibilité de la couche et en désactivant simplement cet outil, ce qui va donc réafficher cette couche d'information indépendamment de l'échelle utilisée. Nous allons maintenant passer à la section suivante du manuel, page 45, section 7.1.8, intitulée « Ajouter, enlever, déplacer une barre d'outils, un panneau ». Alors nous avons déjà évoqué cette possibilité dans QGIS, mais donc sachez qu'à travers le menu principal Vue, vous pouvez contrôler la visibilité de différentes parties de l'interface, à savoir différents panneaux ou différentes barres d'outils. Alors je vous ai déjà montré l'utilité de cette fonctionnalité, notamment pour la barre d'outils navigation cartographique, qui maintenant a disparu. Je peux la faire réapparaître en activant ceci, et j'ai ma barre d'outils navigation cartographique qui va donc réapparaître. Similairement, le menu Vue peut également contrôler donc la visibilité de différents panneaux. Par exemple, je pourrais désactiver le panneau latéral de gauche couche, comme ceci, et dans ce cas, vous voyez que ce panneau a disparu. Je peux donc le faire réapparaître de cette manière. Et donc pas de panique, si par inadvertance vous avez fermé ce panneau couche, vous êtes bien embêté étant donné que vous ne pouvez plus interagir avec l'ensemble de vos couches d'informations. Rien n'est perdu, vous pouvez simplement demander la réapparition de ce panneau via Vue, panneau, couche. Rappelez-vous, nous avions également utilisé le panneau explorateur en début de vidéo. Et comme nous l'avons déjà vu, nous pouvons facilement dans l'interface déplacer ces barres d'outils pour les réorganiser comme cela vous arrange le mieux. Pour pouvoir les déplacer, vous devez simplement sélectionner les pointillés dans la partie gauche de ces barres d'outils. À ce niveau-ci. Vous pouvez donc de manière similaire déplacer vos différents panneaux, comme par exemple ici le panneau couche, panneaux que vous pouvez superposer les uns sur les autres, ou encore les séparer en choisissant un onglet particulier et en le déplaçant à ce niveau-ci par exemple. Alors la dernière section consacrée à cette contextualisation numéro 1 dans le manuel correspond à la section 7.1.9, page 45 du manuel, et s'intitule « Installer et afficher une extension », qu'on appelle donc en anglais les plugins. Alors comme déjà dit précédemment, QGIS met donc à disposition une très grande série d'extensions via le menu « Extensions, installer, gérer les extensions ». Plusieurs centaines d'extensions sont disponibles à ce niveau-ci, entre 5 et 600 extensions de manière approximative. Ces extensions ont des fonctionnalités très diverses, par exemple pour la gestion des données, la visualisation des informations, l'édition des données cartographiques, le traitement de ces données, etc., etc.
Alors nous pouvons noter que ces extensions ont leur site web particulier, qui est donc repris à la section 7.1.9 du manuel de formation. Site web qui ressemble à ceci et que je vous laisse explorer par vous-même si vous êtes curieux. Et vous pourrez également accéder à une liste de plugins populaires via le lien qui est renseigné à ce niveau-ci. Vous avez donc sur cette page web toute une série de plugins qui sont fortement téléchargés et fortement utilisés. Notez que dans l'interface de gestion des extensions, vous pourrez décider d'afficher toutes les extensions, à condition qu'aucune information ne soit indiquée ici dans le menu de recherche. Donc vous pouvez afficher toutes les extensions. Vous pouvez demander de n'afficher que les extensions qui sont déjà installées sur votre ordinateur. Alors dans mon cas, j'ai déjà installé toute une série d'extensions. Ce n'est probablement pas le cas sur votre ordinateur personnel si vous débutez avec QGIS. Vous pouvez décider d'afficher l'ensemble des extensions non installées ou encore de visualiser les mises à jour disponibles pour les extensions que vous avez déjà installées. Et dans ce cas, vous pourriez décider par exemple de faire une mise à jour pour une extension en particulier. On vous indique qu'une nouvelle version est disponible. Vous pouvez donc décider de mettre à jour cette extension ou de mettre à jour l'ensemble des extensions. Il peut donc être intéressant de temps en temps de vérifier si des mises à jour des extensions que vous utilisez ne sont pas disponibles et le cas échéant de les installer. Donc notez encore que certaines extensions sont installées automatiquement par défaut lors de l'installation de QGIS, plus ou moins une quinzaine. D'autres extensions par contre nécessitent une installation manuelle comme on l'a déjà vu à travers l'interface de QGIS que l'on a actuellement sous les yeux. Alors il ne faut installer une extension donnée qu'une seule fois. Après installation de cette extension sera automatiquement accessible, installée et activée dans tous les projets QGIS ouverts ultérieurement. Alors il se peut parfois que certaines extensions soient installées par défaut, mais non activées ou non cochées. Alors si vous voulez les utiliser, vous devez donc bien veiller à ce que ces extensions soient cochées. Donc il y a une différence entre la notion d'installation de l'extension et la notion d'activation pour la rendre visible dans votre interface. Donc il se peut qu'une extension soit installée mais non activée et donc non visible dans votre interface. Et donc veillez toujours à cocher les extensions que vous voulez visualiser dans votre interface. Alors notons le cas particulier de l'extension principale qui s'appelle Processing ou traitement en français. Je vais donc rechercher cette extension. Cette extension est donc disponible à ce niveau-ci. Vous voyez que cette extension est une extension principale et qu'elle ne peut donc pas être désinstallée. Cette extension est installée donc par défaut, mais sur certains ordinateurs, elle n'est pas toujours activée, elle est parfois désactivée, décochée. Et dans certains cas, lors de la première utilisation, il se peut que cette extension soit activée, cochée, mais qu'elle n'apparaisse pas dans l'interface de votre projet QGIS. À ce moment-là, vous devez simplement la décocher et la recocher, ce qui permettra de la rendre visible dans votre interface de projet. Alors cette extension Processing est très importante puisqu'elle va conditionner la disponibilité du menu principal Traitement qui vous donnera accès à la boîte à outils de traitement qui est un panneau qui va reprendre toute une série de fonctionnalités pour faire toute une série de géotraitements dans QGIS. Vous voyez déjà que les fonctionnalités à ce niveau-ci sont très nombreuses. Il sera donc important d'avoir accès à ce menu traitement qui donc en principe apparaît par défaut dans l'interface de QGIS. Mais si ce n'est pas le cas, si ce menu traitement n'apparaît pas par défaut dans votre interface, vous pouvez donc rechercher dans le menu Extensions l'extension Processing, éventuellement la désactiver puis la réactiver. Et ceci devrait vous permettre donc d'accéder à ce menu traitement et en particulier à la boîte à outils qui sera présentée plus en détail et utilisée dans une autre contextualisation.
Notez encore qu'après l'installation d'une extension, la localisation de l'interface de cette extension dans l'interface plus globale de votre projet QGIS va varier en fonction de l'extension utilisée et peut également varier en fonction du type d'ordinateur que vous allez utiliser. Alors après avoir installé une extension, vous devrez donc la rechercher dans l'interface de QGIS. Elle pourrait très bien se présenter sous la forme de boutons dans les barres d'outils, comme c'est le cas pour l'extension Map Swipe Tool que nous avons déjà utilisée. L'extension pourrait également se présenter sous la forme d'un panneau particulier, ou également se retrouver dans les différents menus principaux de vecteurs, de raster, etc., etc., ou encore simplement dans le menu principal Extensions, dans lequel, comme vous voyez, nous retrouvons les deux extensions que nous avons déjà installées, Lat Long Tools et Map Swipe Tool. Ce sera donc à vous de retrouver la localisation précise de cette extension après installation. Alors attention, la section 7.1.9.1 du manuel de formation, page 47, présente la liste de l'ensemble des extensions qui seront utilisées dans le cadre de ce manuel de formation, c'est-à-dire à travers l'ensemble des contextualisations qui sont présentées dans ce manuel de formation. Alors je vous conseille dès maintenant, si vous avez l'intention de réaliser l'ensemble de ces contextualisations, d'installer ces différentes extensions qui sont listées au niveau de la figure 17, donc page 47 dans le manuel, tableau que vous avez donc sous les yeux. Nous avons déjà installé le Map Swipe Tool et le Lat Long Tools, et vous voyez que d'autres extensions seront utilisées un petit peu plus tard. Alors attention, petite particularité pour le géoréférenceur GEDAL, qui est donc un outil utilisé pour géoréférencer des données de type image. Ce géoréférenceur n'est plus disponible comme extension en tant que telle dans les dernières versions de QGIS, et vous pourrez retrouver cette fonctionnalité directement dans le menu Couche géoréférencée, avec l'interface correspondante qui apparaît à ce niveau-ci, interface que nous utiliserons dans une autre contextualisation. Si vous utilisez une version récente de QGIS, ne cherchez donc pas à installer cette fonctionnalité via le menu Extensions. Alors nous en avons terminé avec ce premier projet QGIS. Vous pouvez éventuellement le sauvegarder via ce bouton, enregistrer le projet, si vous désirez enregistrer les modifications de paramétrage et de symbologie que nous avons effectuées. Et vous pouvez ensuite fermer ce projet simplement via la croix rouge à ce niveau-ci. Vous voilà maintenant familiarisé avec l'interface de QGIS. Les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer avec les exercices proposés dans les autres contextualisations. Je vous dis donc à bientôt dans une autre vidéo.